Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle Assemblée Générale des Offices. Nous avons un programme très chargé, deux journées d'échange. Vous verrez que c'est tout à fait affiché dans ce programme. Nous souhaitons beaucoup avoir votre participation dans nos débats. Nous aurons 2 tables rondes. Présentation bien sûr des activités, ce sera pour ce matin. 2 tables rondes avec des invités, des experts, je vous en dirai un petit peu plus tard dans le détail. Et tout de suite, nous allons ouvrir très officiellement cette première journée. Et je demande d'abord aux personnalités locales de bien vouloir nous rejoindre sur ce plateau, de prendre leur place. Merci à eux. Je vous présente aussitôt après. Et bien sûr aussi membres du bureau, avec Alain Cacheux, son président, de venir à leur tour. Bienvenue à tous. Pour les discours, ce sera un mot d'ouverture. D'abord, en remerciant nos invités, à commencer par évidemment Alain Claes, le député maire de Poitiers, mais également vous-même, M. Pichon et Mme Roued, qui représentez le conseil départemental pour ce qui vous concerne, monsieur, et vous, le conseil régional. Grand conseil régional désormais, qui fait de temps en temps d'ailleurs l'actualité dans les bilans qu'il fait de la gestion, d'après ce que je lis dans la presse. Simplement vous dire le plaisir que j'ai et que le Conseil fédéral a d'être à Poitiers à la fin du mois de mai, même si malheureusement avec l'actualité sociale qui est la nôtre, nous avons eu un certain nombre de désistements de collègues qui soit n'ont pas eu de train ou n'avaient pas d'essence, et en particulier dans l'Ouest où le problème est réel, la plupart avaient choisi de venir évidemment par la voiture, et donc cela pose quelques problèmes. Mais pour autant, nous allons essayer d'avoir l'Assemblée générale qui soit la plus productive possible. Nous avons choisi Poitiers tout simplement parce que, par tradition, la Fédération des offices, qui dans ses assemblées générales rassemble 300 à 400 participants, choisit plutôt les villes moyennes, plutôt que les grandes métropoles. Nous réservons les grandes métropoles à l'Union sociale de l'habitat, à l'USH, qui cette année sera à Nantes, l'année dernière était à Montpellier, il y a 2 ans à Lyon. Nous-mêmes, nous choisissons des agglomérations de taille moins importante. L'année dernière, nous étions à Nancy, l'année précédente, nous étions à Dijon, et cette année, nous avons choisi Poitiers, plutôt bien desservi, plutôt bien situé, et puis c'était l'occasion de rendre visite à la fois à cette grande région, encore plus grande désormais, mais la région Poitou-Charentes suscitait d'ores et déjà notre intérêt. On va voir à travers tout un certain nombre de présentations, on a déjà eu cette brève présentation de l'activité des offices sur le plan de l'agglomération et sur le plan de l'ensemble du département. Nous allons aborder l'ensemble des problèmes qui touchent au logement social. Nous commençons cette matinée par quelque chose qui est plus classique et plus institutionnel, parce que, il nous faudra très accessoirement adopter notre budget et ratifier nos comptes de l'année précédente. Mais nous souhaitons, dans un premier temps, donner la parole aux représentants locaux. Et donc, je vais laisser la parole à Alain Claes, le député maire de Poitiers, que j'ai eu plaisir de retrouver ici. Nous étions un peu croisés à l'Assemblée nationale, même si nous n'étions pas sur les mêmes commissions. Et donc, c'était plus dans des réunions de groupe qu'on était amenés à se rencontrer. Je lui laisse la parole. Monsieur le délégué interministériel à la mixité, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs,
Le Conseil d'agglomération de Poitiers et moi-même sont heureux de vous accueillir. Vous accueillir ici à Chasseneuil, commune de l'agglomération. Votre dernière assemblée générale, Monsieur le Président des offices publics, de l'habitat, date de 1987. Votre dernière assemblée avait eu lieu à Poitiers en 1987. Donc je suis très très heureux de vous accueillir, vous personnellement. Nous nous connaissons, comme vous l'avez rappelé, et votre fils. Surtout à un moment où le logement est au cœur de toutes les problématiques dans nos restructurations urbaines aujourd'hui et dans ce mouvement de l'intercommunalité. Vous venez ici, dans ce département, le département de la Vienne, dans cette agglomération, à un moment où nous trouvons nos marques, nous cherchons nos marques, après l'instauration de cette nouvelle région, Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, et à un moment où on vient d'adopter un nouveau schéma d'intercommunalité dans ce département. Un schéma d'intercommunalité qui fera date, dans la mesure où, grâce à l'intelligence collective des élus, quel que soit leur bord politique, nous avons été capables de relever le défi. Le défi était à la fois d'atteindre une taille suffisante tout en préservant la proximité. Nous allons passer dans ce département de 17 intercommunalités à 7 intercommunalités. Concernant l'agglomération de Poitiers, nous sommes actuellement 13 communes. Nous allons passer au 1er janvier 2017 à 42 communes et une agglomération qui atteindra environ 200 000 habitants. C'est un travail important et c'est un travail qui concerne très directement nos outils pour nos politiques d'urbanisme et de logement. Donc, parallèlement à cette nouvelle intercommunalité, qui sera une fusion, et j'ai souhaité que ça soit une fusion, parce que je ne souhaitais pas qu'on absorbe d'autres intercommunalités, mais qu'on soit capable de pouvoir ensemble, communauté d'agglomération de Poitiers et les autres communautés de communes, qu'on puisse ensemble fusionner et faire une nouvelle intercommunalité. Nous passerons en communauté urbaine dans la mesure où, comme ancienne capitale régionale, nous bénéficierons de l'amendement qui avait été voté au Parlement permettant aux anciennes capitales régionales de passer en communauté urbaine. Mais parallèlement à cela, nous avons voulu aussi, en matière d'urbanisme et de logement, absolument prendre cette logique intercommunale. C'est pour cette raison, et je salue les élus de l'intercommunalité, le vice-président en charge de l'urbanisme, Bernard Cornu, les présidents et directeurs des offices HLM. Tous nos documents d'urbanisme sont aujourd'hui au niveau d'intercommunalité. Le PLU est intercommunal. Tous nos schémas en matière de projection et de gestion du logement social est au niveau de l'intercommunalité. Et il y a aujourd'hui une véritable dynamique qui s'engage. Et c'est essentiel. C'est essentiel parce qu'aujourd'hui, en particulier, les offices sont devenus réellement des opérateurs en matière d'urbanisme et en matière de développement. Nous n'en sommes pas restés là. Nous avons engagé une fusion au niveau de l'intercommunalité. Comme vous l'avez rappelé dans le petit reportage, il y a 2 organismes d'habitat social dans le département de la Vienne, Logipark, qui est municipal, qui gère environ 7000 logements, et Habitat 86, au niveau du département, qui gère plus de 10 000 logements. À Poitiers, à côté de Logipark, nous avons une société d'économie mixte, CIPEA, et nous avons décidé, sur un modèle d'office, de fusionner Logipark et CIPEA pour avoir un outil à la hauteur de cette nouvelle intercommunalité. Ce n'était pas simple. La Caisse des dépôts nous a bien aidés et nous allons y parvenir et je crois que la nouvelle structure sera en place au 1er janvier 2017, au moment où il y aura cette nouvelle intercommunalité.
Alors pourquoi? Pour des raisons évidentes, pour une plus grande lisibilité. Et par rapport aux deux fonctions sur lesquelles vous allez réfléchir durant votre Assemblée générale, cette fonction de service de proximité du logement des offices HLM, et sur cette notion d'opérateur, il paraissait indispensable d'avoir un outil commun. Puis il y a d'autres sujets que vous connaissez parfaitement, les commissions d'attribution. Il était normal, logique qu'on arrive aussi à cette proximité. Donc voilà dans quelle dynamique nous sommes aujourd'hui. Je ne reviendrai pas sur les réalisations, le petit film a résumé ce qui se fait au niveau départemental ou de l'intercommunalité. Je crois qu'à notre place, nous sommes à la fois innovants, nous sommes dynamiques, les offices sont impliqués dans toutes les problématiques initiées par l'État, politique de la ville, l'ANRU. Concernant l'ANRU, nous avons dans l'agglomération un quartier éligible aux 200 quartiers prioritaires au niveau de l'ANRU. Nous souhaitons pouvoir signer la convention d'ici la fin de l'année avec l'Agence nationale de rénovation urbaine. Et je crois qu'aujourd'hui, et je terminerai par là, l'enjeu des offices d'habitat social, c'est un enjeu de citoyenneté. C'est un enjeu de citoyenneté car nous nous rendons compte aujourd'hui que l'habitat peut à la fois exclure, mais l'habitat social sur un territoire permet d'intégrer et permet de favoriser le bien vivre ensemble. Avec monsieur le délégué interministériel hier, nous avons visité un projet qui verra le jour, les travaux vont commencer d'ici la fin de l'année, une chambre régionale des comptes qui nous quittait pour Bordeaux, en plein centre-ville. Nous avons décidé de pouvoir réaliser une opération de 17 logements sociaux. Nous avons confié cela à Logipark. Et la première difficulté, mais je parle devant des spécialistes, vous connaissez ça par cœur, il a fallu faire un bilan de l'opération. Comment pouvions-nous passer en cœur de ville à une opération équilibrée pour financer ces 17 logements sociaux? Et la première difficulté était l'acquisition du foncier. Grâce aux lois qui ont été votées, grâce aux dispositifs qui ont été mis en place, il a été possible de trouver ce que le délégué interministériel utilise comme expression, il a raison, le prix juste pour réaliser cette opération. Et je considère que cette opération est exemplaire. Elle va permettre au cœur de la ville d'offrir 17 logements dans des conditions extrêmement positives et permettre de libérer dans d'autres quartiers des logements pour aussi faire de la mixité sociale. Donc c'est cette politique que nous faisons au quotidien, que vous faites au quotidien. Et je voudrais remercier chacune et chacun d'entre vous pour votre engagement, car cet engagement est essentiel. Il n'y a pas aujourd'hui de politique de la ville, de bien vivre ensemble, si nous ne disposons pas dans nos villes de logements sociaux adaptés, qui ont pu être réhabilités, des petites opérations qui sont réalisées dans nos communes. Je crois que tout cela se met en route. Il y a des communes qui ont du retard par rapport à d'autres, mais je crois que la dynamique est là. Et je voudrais vous remercier parce que je sais que si cette dynamique est au rendez-vous bien souvent, c'est grâce à votre engagement, car vous êtes réellement des militants, j'allais dire, du logement social, de l'habitat social. Et je crois que pour notre pays, c'est une priorité. Merci beaucoup. Merci à Alain Claes de ce mot de bienvenue. Vous disiez, monsieur le député maire, un enjeu de citoyenneté. Et vous aviez bien raison. Et nous en étions à ce point persuadés que l'année dernière à Nancy,
le thème de notre Assemblée générale était les offices acteurs du pacte républicain. Chacun voit bien que, à travers tout un débat qui se déroule au niveau national, mais également au niveau local, non seulement nous apportons un bien fondamental, un bien de première nécessité, ce qui me fait souvent dire d'ailleurs qu'il est compliqué de nous mettre parmi nos privilèges fiscaux la TVA à taux réduit. À partir du moment où un bien est de première nécessité, on lui applique la TVA des biens de première nécessité. C'est aussi simple que cela. Mais nous allons très au-delà. Mais également, nous allons très au-delà en fournissant bien autre chose que le logement. Et d'ailleurs, une de nos tables rondes cet après-midi évoquera toutes les initiatives qui sont prises par les organismes sur tout le territoire français pour apporter des réponses nouvelles aux demandes qui nous sont exprimées par les locataires et qui vont très au-delà, c'est important, c'est fondamental, au-delà du logement et au-delà du logement, d'un cadre de vie qui soit le plus agréable possible, au prix le plus raisonnable possible. Merci de votre message, en tous les cas, nous sommes parfaitement en phase. Je vais donner la parole à Alain Plichon, qui est vice-président du conseil départemental de la Vienne, en charge du logement et de l'environnement. Je lui cède la parole. Monsieur le député maire, monsieur le délégué interministériel, monsieur le président, madame la conseillère régionale, madame, messieurs les membres du bureau, mesdames, messieurs, eh bien, je suis très heureux de vous accueillir dans le département de la Vienne. Je vous souhaite évidemment la bienvenue, que vos 2 jours d'Assemblée générale soient profitables à l'évolution de vos dossiers. Et en même temps, je vous demande de bien vouloir excuser Bruno Belin, notre président, qui est retenu ce matin par d'autres activités. Je veux simplement vous dresser un tableau des éléments que nous développons au niveau du conseil départemental en ce qui concerne l'habitat. Chacun sait combien ce secteur est important dans l'aménagement du territoire et combien le logement social doit jouer pleinement son rôle de réponse envers les populations les moins aidées dans les secteurs ruraux comme dans les secteurs urbains. C'est pourquoi le conseil départemental, même si cette politique n'est pas une politique obligatoire au sens de la loi NOTRe, a décidé de s'impliquer dans l'équilibre des opérations afin de faciliter leur montage et qu'il soit possible d'y intégrer de l'innovation. Cette implication pour un aménagement du territoire équilibré est très volontariste, comme par exemple dans le passé avec l'implication du Conseil général à l'époque dans les réalisations universitaires dans le cadre des programmes Université 2000 et ultérieurs. Les circonstances ont évolué, l'économie générale a marqué une atonie certaine, les budgets des collectivités se sont réduits, mais le Conseil départemental a toujours cette ferme volonté d'investir et d'aider les communes et les communautés de communes à investir. Ainsi, la politique de projets structurants est toujours une priorité, avec la continuité des investissements sur le site du Futuroscope, que vous côtoyez ce matin, investissements débouchant sur des constructions réalisées par des acteurs privés, par l'énergie mise en œuvre pour attirer un Center Parcs dans notre département, par la participation à l'infrastructure LGV et actuellement par l'accompagnement du projet Robuchon à Montmorillon qui débouchera sur d'importants travaux très prochainement. Dans les priorités du Conseil départemental, entre autres, la relance d'un plan logement au travers du tout nouveau schéma départemental de l'habitat dont j'ai la charge et la mise en œuvre. L'implication du département dans le logement est depuis 1990 afin de soutenir la production et la réhabilitation de logements dans un objectif d'équilibre territorial et une logique d'aménagement du territoire et de développement durable. Le département s'est impliqué de façon volontariste, sans recours à la délégation de compétences, mais en synergie avec les services de l'État et les bailleurs sociaux du département et notamment son organisme de rattachement, Habitat de la Vienne. Je salue là mon collègue vice-président Henri Collin, président d'Habitat de la Vienne, et M. Aveline, son directeur, pour financer les opérations montées principalement en milieu rural. L'évolution de la politique entre 1990 et 2016
a été importante avec 3 grandes phases dans l'évolution de la politique logement. Jusqu'en 2005, l'essentiel a été de soutenir la production et la réhabilitation de logements, une première phase que l'on peut nommer phase quantitative. Ensuite, sur l'ensemble du territoire départemental, plutôt là, une vision plus qualitative et une dernière phase depuis 2010 où la politique départementale s'oriente fortement sur la thématique environnementale, la performance énergétique et ce combat que vous connaissez tous vis-à-vis de la précarité énergétique. Les résultats de cette politique à long terme sont importants puisque le département a financé jusque 1 000 logements par an et plus de 8 500 logements depuis 2010. Notre implication aussi dans les programmes ANRU est importante. Les villes de Poitiers et Châtellerault ont eu et ont toujours des programmes importants et le département a aidé à hauteur de 13 millions ces opérations dont les bailleurs ont été fortement impliqués avec un réel impact en termes de revalorisation du patrimoine. Et on a vu tout à l'heure des photos sur le montage et sur le film très intéressantes de rénovation urbaine. Dans le cadre de la production de logements sociaux, pour l'essentiel et pour l'aménagement du territoire départemental, les aides octroyées par le conseil départemental intéressent autant la construction neuve que la réhabilitation. Il s'agit de subventions à l'équilibre financier des opérations qui, on le sait, dans les zones rurales particulièrement, ont des difficultés pour équilibrer leurs finances. Ce sont souvent de petites opérations, 4 ou 5 logements, qui sont très souvent réalisées par des petites entreprises et des artisans locaux du milieu rural. Sur l'ensemble de ces programmes, notre défi sera de répondre aux nouvelles donnes de notre société, avec une vision sur les logements labellisés seniors, le maintien à domicile des personnes âgées, etc. Évidemment, une vision forte sur les jeunes célibataires, les jeunes couples et les familles recomposées. Il s'agira bien évidemment de réagir face à la désertification de nos bourgs, qui heureusement n'évolue pas beaucoup, mais néanmoins a des besoins quand même, et de faciliter non seulement le maintien des équipements essentiels, mais aussi la réhabilitation d'un patrimoine bâti abandonné dans certains secteurs. Ces adaptations passent par l'imagination de nouvelles cellules logement, par l'innovation au niveau des matériaux, des modes constructifs, mais aussi par l'intégration de technologies numériques qui sont effectivement des évolutions totalement importantes et essentielles, mais qui sont, et c'est notre souhait, respectueuses de l'environnement avec un besoin de financement croisé. C'est pourquoi ce nouveau schéma départemental de l'habitat proposera des subventions bonifiées pour toutes ces opérations innovantes, apportant des réponses aux enjeux soulevés. Une subvention supplémentaire aux fonciers qui aident les communes à proposer des terrains équipés et bien localisés sera une des priorités. Ainsi, en 2015, ce sont plus de 100 logements sociaux qui ont été aidés, particulièrement sur notre organisme de rattachement Habitat de la Vienne. En 2016, on peut compter aujourd'hui plus de 200 logements programmés avec sur cet organisme un paradoxe. La vacance est de l'ordre de 1,1% sur une vision à plus de 3 mois. Dans le cadre de la réhabilitation du patrimoine justement d'Habitat de la Vienne, nous soutenons les programmes de rénovation au niveau du département par la mise à niveau d'une 50aine de logements par an. Dans l'environnement des projets structurants, les négociations avec l'État ont eu lieu et nous avons réussi, et avec l'appui de l'État, merci à tous ceux qui ont pris part à ce dossier, à avoir une enveloppe spécifique pour financer les opérations locatives dans le secteur du Center Parcs. 150 logements sur 3 ans sont en cours de réalisation. On peut compter qu'il en sera de même sur le projet Robuchon à Montmorillon dans le sud de Vienne. La réhabilitation du patrimoine privé n'est pas oubliée non plus dans le département et nous avons fortement investi avec l'État et l'ANA dans le programme Habiter mieux et à ce titre, plus de 500 logements par an sont réhabilités et ont été réhabilités, le plus souvent par des entreprises ou artisans locaux pour des volumes de travaux très importants, totalement indispensables à l'économie de notre territoire. Ces programmes, évidemment, continuent en 2016.
et nous serons très attentifs à sa prolongation, tellement il est positif pour notre territoire. Un petit mot encore sur la politique générale d'investissement du département et l'élaboration de ce nouveau schéma départemental de l'habitat, au milieu de 13 grands projets, 13 grandes politiques qui auront au niveau du département un impact sur l'économie locale, politique ambitieuse. Ce schéma a toute sa place et nous le souhaitons évidemment, pourra maintenir un bon niveau d'investissement, puisque c'est là notre leitmotiv sur nos territoires, pour soutenir les entreprises et préserver les emplois. Ce projet de schéma départemental de l'habitat est un enjeu majeur de l'aménagement du territoire pour le département, intégrant des problématiques transversales dans différents domaines d'intervention tels que l'autonomie, l'insertion, l'action sociale, qui est évidemment, et vous le savez, très liée à cette vision de l'habitat. Ce schéma constitue en un outil fédérateur et prospectif des actions du département en faveur du logement. Notre ambition est d'inscrire l'habitat dans une démarche d'aménagement du territoire en apportant des réponses différenciées aux besoins de logement et aux spécificités de chaque bassin de vie. Nous souhaitons valoriser la politique logement dans ce schéma en assurant la cohérence entre les politiques sociales, aide à la personne, et les politiques logement, aide à la pierre, en proposant des stratégies ciblées par territoire et valoriser le soutien de l'activité économique du bâtiment. La première phase de ce diagnostic vient de s'achever en mars dernier et permet d'évaluer la pertinence de l'implantation de logements et de besoins de réhabilitation suivant les bassins d'habitat qui sont maintenant définis. Plusieurs orientations en découlent aujourd'hui et feront l'objet de fiches actions spécifiques avec des thématiques très importantes. La priorité sera la réhabilitation des centres-bourgs. Plutôt que de gagner de l'espace sur les extérieurs, nous voulons recentrer, entre guillemets, la rénovation dans les centres-bourgs, dont certains en ont bien besoin. C'est un enjeu fondamental pour la survie et l'attractivité des communes rurales. Les autres orientations concerneront, elles, plus le développement d'une offre nouvelle, adaptée aux besoins et au maintien à domicile des personnes qui en ont besoin, mais aussi des personnes âgées, mais aussi des jeunes. Je ne veux pas être plus long, je vous ai dressé un tableau de ce que nous faisons dans le département de la Vienne. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans notre beau département et aussi, évidemment, de bons travaux pour votre Assemblée générale. Merci. Merci à Alain Pichon pour ces mots de bienvenue et puis pour avoir rappelé l'ampleur de l'engagement du Conseil départemental dans les politiques de l'habitat, très en lien d'ailleurs avec les préoccupations environnementales qui sont aussi une de ces préoccupations. C'est d'ailleurs pour moi l'occasion de rappeler que sur les 265 offices publics de l'habitat, 88 sont des offices départementaux et que ces offices départementaux regroupent presque 50% du patrimoine des offices publics de l'habitat. 2 300 000 logements si on ne comprend pas les foyers et résidences, et les offices départementaux représentent 1 100 000 logements. D'où l'importance de ces offices départementaux, mais également de l'implication des conseils départementaux dans le soutien à leurs organismes, même si un certain nombre de conseils de départements connaissant un certain nombre de difficultés financières ont plutôt tendance à ralentir, malheureusement, leur engagement de soutien à leur office départemental, ce que à la fois nous regrettons, mais comprenons, tenu compte des équations financières qui, dans un certain nombre de départements, sont particulièrement complexes à faire. Donc, un gros merci. Je vais laisser la parole maintenant à Laurence Roued, conseillère régionale, déléguée en charge de l'urbanisme et de l'action foncière. Le député maire de Poitiers rappelait dans son propos tout à l'heure à quel point l'action foncière est le point de départ de toute réalisation en matière de logement.
Je vous laisse la parole, madame. Je vous remercie, monsieur le député-maire, monsieur le délégué interministériel, monsieur le vice-président du département, monsieur le président de la Fédération nationale des OVH, et puis madame et messieurs les membres du bureau, mesdames et messieurs les élus et les représentants des OPH. Permettez-moi aussi de vous souhaiter la bienvenue, en tout cas pour ceux qui viennent de plus loin dans notre belle région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, qui aura bientôt un nouveau nom d'ici quelques semaines, ce qui facilitera les choses et puis marquera un pas supplémentaire dans l'histoire et la construction du destin commun de ces trois anciennes régions. Une des caractéristiques justement de cette région, c'est d'être attractive, ce qui donne du grain à moudre aux 65 bailleurs que regroupe l'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, dont les 28 offices d'habitat que nous avons le plaisir de compter sur notre territoire. Vous le savez, le logement n'est pas une compétence régionale. Pour autant, vous en avez fait mention, la loi NOTRe reconnaît aux régions un rôle de soutien dans l'accès au logement, l'amélioration de l'habitat, et puis ça a été souligné des compétences extrêmement importantes en termes de soutien à la politique de la ville et de la rénovation et à la rénovation urbaine. Et puis la loi NOTRe a confirmé les régions dans leurs compétences de garant de l'égalité des territoires, et c'est extrêmement important. L'habitat est forcément une donnée extrêmement structurante de cette égalité. Donc à l'échelle d'un territoire de plus de 5,8 millions d'habitants, environ un huitième de la superficie du territoire national, la plus grande région de France en termes de superficie, regroupant 12 départements, 25 grandes aires urbaines, 720 km de littoral qui se développent rapidement et sur lesquels, que ce soit les aires urbaines ou le littoral, il y a parfois des tensions très fortes, et mixant à la fois des zones urbaines sensibles dans lesquelles les opérations d'amélioration de l'habitat social doivent être soutenues, et en même temps des zones rurales de faible densité qu'il ne faut pas oublier et qui accueillent un des parcs de logements individuels privés qui est parmi les plus anciens de France, et c'est également une source de préoccupation tant pour les départements que pour la région. Donc nous mesurons le défi qui est à relever en matière d'accès au logement et à l'hébergement. La région, évidemment, ne sera pas là pour se substituer aux collectivités locales qui sont compétentes en matière de logement, mais agira en faveur et en accompagnement des politiques locales de l'habitat dont vous êtes des acteurs majeurs. Alors historiquement, les trois régions ont accompagné le développement des bailleurs sociaux, soit par des politiques de développement rural, à l'instar du Limousin ou de l'Aquitaine, soit par des politiques de développement durable, et en particulier à l'instar de la région Poitou-Charentes, en accompagnant les bailleurs dans la transition énergétique des logements. Vous en avez fait mention également, c'est une donnée extrêmement importante, et quand on parle de modèle d'avenir, évidemment, tout ce qui touche à la rénovation énergétique et à la transition énergétique dans les logements est extrêmement important. Et puis aussi des politiques de développement économique. C'est pour le coup une compétence majeure de la région, à travers des programmes de Silver Economy tels qu'ils ont pu être développés dans le Limousin ou de recherche-développement que l'on peut trouver sur l'ensemble du territoire. La région restera un partenaire important des offices publics de l'habitat. Et puis très vite aussi, la région devra construire, en concertation avec les acteurs du territoire, un SRADET, c'est-à-dire là aussi un schéma à l'échelle régionale en termes d'aménagement durable du territoire. Et ce SRADET devra présenter des orientations stratégiques en matière d'aménagement du territoire, de mobilité, de lutte contre la pollution de l'air, de maîtrise et de valorisation de l'énergie, de gestion des déchets et également de logement. Et par le biais de ce volet logement, les régions devront s'assurer que chaque habitant, ma foi, est en mesure de disposer d'un logement à la fois conforme à ses vœux et aussi à ses moyens. Et là également, nous sommes au cœur de votre métier. Les objectifs du SRADET seront, il faut le rappeler, opposables
aux documents de planification que sont les SCOT, les PLU, les plans, les PCAET. Donc il nous faudra, vous en parliez, monsieur le député, faire preuve et faire œuvre d'intelligence collective au moment de la concertation et de la construction de ce SRADET, pour lequel je suis également missionné auprès de Gérard Van den Broek, premier vice-président de la région, ancien président de la région Limousin, et qui est en charge notamment de l'aménagement du territoire. Donc cette politique régionale d'aménagement du territoire visera à promouvoir l'attractivité et l'équilibre entre les territoires, afin que chacun bénéficie d'une dynamique au profit de l'emploi durable de ses habitants. Et l'accès au logement est un des garants de cette dynamique de l'emploi, de cette dynamique économique. L'action régionale est en particulier axée sur la rénovation énergétique des logements sociaux, avec des enveloppes financières qui sont destinées à accompagner les bailleurs. Ces enveloppes sont inscrites dans les 3 programmes FEDER des 3 anciennes régions, qui courent pour la période 2015-2020, et ce sont 26 millions d'euros qui ont été réservés aux bailleurs sociaux, avec un objectif de 15 000 logements réhabilités sur l'ensemble des 3 programmes. La région accompagnera cet effort avec des aides complémentaires. De même, la région accompagne la production et la rénovation des logements en milieu rural, où les offices publics sont particulièrement présents en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, et c'est très important pour nous, et vous en parliez à la fin de votre propos, monsieur le vice-président. Effectivement, il ne faut pas oublier ces territoires ruraux et leur développement. Enfin, la région s'investit fortement en faveur du logement des jeunes. C'était notamment parti du constat d'une carence, en particulier pour l'accueil des jeunes en formation, les stagiaires, les apprentis, et puis également les étudiants, qui ont cette spécificité d'être sur des logements qui ont une périodicité un petit peu spécifique, et cela a conduit l'ancienne région Aquitaine à subventionner les structures d'hébergement des jeunes. Des offices publics ont investi ce champ en prenant en charge la construction et la gestion de résidences pour étudiants. La volonté de la région reste et restera forte en ce domaine, et en particulier ici à Poitiers, 2e pôle universitaire de la grande région. Je sais que cette politique aura une forte résonance. De façon générale, la région soutiendra l'innovation. C'est au cœur de notre volonté, et en particulier, c'est au cœur de la volonté de notre président, Alain Rousset, que j'excuse et que je représente aujourd'hui. Nous devons tous être engagés à allier l'offre de logement à l'innovation, qu'elle soit thermique, sociale, économique, qui sera un gage de la qualité de ces logements. De ce point de vue, tout ce qui nous permettra d'observer, de connaître l'attente réelle et les besoins des ménages, de faire de la prospective en matière démographique, en matière de mobilité et d'emploi, permettra de faire vivre le droit au logement, qui est une des valeurs qui vous rassemble, je crois, et j'ai bien lu votre propos pour la convocation de cette Assemblée générale. L'Aquitaine a créé un club des observatoires du foncier et de l'habitat qui devrait s'étendre à l'ensemble de la région. Et là aussi, quand on est en train de réfléchir à un modèle d'avenir, il faut à la fois pouvoir disposer d'outils fonciers, et Poitou-Charentes bénéficie d'un formidable outil qu'est l'établissement public foncier, qui n'existe pas, en tout cas qui n'a pas l'équivalent sur les 2 autres anciennes régions, et ça fera partie de nos réflexions à venir. Mais il faut évidemment pouvoir dégager cette politique foncière dans le sens d'un avenir dont on pressent les contours, ce qui fait que les thématiques qui sont portées pendant les 2 jours de votre Assemblée générale résonnent tout à fait avec ce besoin d'innovation que nous portons et qu'Alain Rousset porte à l'échelle de la région. Et effectivement, il faudra imaginer l'habitat et l'habiter de demain. Vous avez de nouvelles réponses à apporter. Et à ce titre, je finirai juste en vous donnant l'exemple et en saluant l'exemple d'un opérateur girondin
qui, à la demande et puis avec l'aide, l'accompagnement de la région, a relevé le défi de transformer un ancien lycée en résidence intergénérationnelle, en accueillant à la fois des jeunes et des personnes âgées qui sont d'anciens combattants marocains. L'ouverture de cette nouvelle résidence est prévue pour le mois de septembre. Donc avec à l'esprit cette ambition dans l'innovation et dans l'équilibre des territoires, il me reste tout simplement à vous souhaiter une bonne assemblée générale et des travaux stimulants. Merci Madame Rouad pour là aussi vos mots de bienvenue et puis pour avoir rappelé l'engagement de la région Aquitaine, Poitou, Charentes, Limousin. Hein, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, mais vous avez dit qu'il y avait un nouveau nom qui allait arriver d'ici quelques temps. Donc l'engagement sur tout un certain nombre de politiques qui nous concernent très directement. Voilà, nous allons rentrer dans la partie peut-être plus institutionnelle de notre Assemblée générale. Vous pouvez rester, vous êtes les bienvenus. Je sais qu'Alain Claes a quelques contraintes qui vont le ramener, je l'espère en tous les cas pour lui, en tout début d'après-midi à Paris. Hein, donc en espérant, mais il me l'avait confirmé tout à l'heure, son train ne soit pas supprimé, hein, même s'il risque de le faire debout. Donc ça c'est autre chose. Hein. Mais vous pouvez tout à fait rester pour notre matinée sur cette Assemblée générale. En tous les cas, merci de votre présence, merci des propos que vous avez tenus. Nous allons continuer cette Assemblée générale à Poitiers, alors à Chasseneuil du Poitou, hein, mais j'ai tendance à dire à Poitiers, dans un futuroscope que d'ailleurs beaucoup d'entre nous ont déjà visité dans la mesure où c'est quand même une assez remarquable réussite. Merci à vous en tous les cas. Merci Alain Gacheux, merci à vous tous. On va, comme vous venez de le dire, Monsieur le Président, poursuivre maintenant notre programme. On va parler des activités. Alors pour cela, nous allons avoir une table ronde en compagnie de Madame Dominique Estrosi-Sassonne, en compagnie de Patrick Baudet, qui est là aussi, un peu plus tard également de Jacques Augelot. Et là, nous allons avec tous les trois parcourir un petit peu l'ensemble des activités de l'année 2015. On viendra, vous reverrez, sur les questions de ressources humaines, notamment, chapitre très important, sur lequel je demanderai évidemment à Mme Dominique Estrosi de nous donner quelques informations sur ce que la Fédération a fait au cours de tous ces mois passés. Et puis, comme l'a annoncé Alain Cachet, puisque vous restez les membres du bureau derrière nous pendant notre petit échange, nous passerons ensuite alors au rapport d'activité proprement dit, celui du commissariat aux comptes également, et au vote pour la toute fin de la matinée. Madame Estrosi, si vous voulez bien me rejoindre, nous allons commencer toutes les deux. Bonjour et bienvenue à nouveau. Bonjour. On va donc avec vous revoir tous ces éléments saillants de l'activité de la Fédération en 2015. 265 offices, nous l'avons rappelé à plusieurs reprises déjà dans ces ouvertures cette matinée, c'est une force, hein, sans conteste, et vous pouvez le démontrer avec quelques exemples peut-être, et revenir sur l'actualité. Il a été aussi question de la loi NOTRe, j'ai entendu il y a très peu de temps, et deux autres lois, et vous avez été assez proche de l'une d'elles. Alors je vais livrer un exercice sur ce rapport d'activité quelque peu moins conventionnel qu'un traditionnel rapport d'activité, comme vous avez pu précédemment les écouter, en prendre connaissance lors de nos précédentes assemblées générales. Alors, vous me dites une force. Bien évidemment, la Fédération des offices publics de l'habitat est d'abord au service de ses membres qui sont les 265 offices publics de l'habitat qui donc agissent quotidiennement sur les différents territoires constitutifs de notre pays. Et cette diversité est aujourd'hui assurément une force, un atout, bien évidemment, mais encore faut-il, pour peser encore plus, y compris dans le débat législatif, que la voix des offices soit portée d'une façon unitaire
Et c'est le rôle de la Fédération des offices publics de l'habitat, à la fois de valoriser la diversité, mais aussi, bien évidemment, de pouvoir en construire et en préserver l'unité. En portant la parole des offices. Voilà, alors donc un des premiers éléments sur lesquels effectivement on peut percevoir cette volonté de bien évidemment faire peser la voix des offices, c'est quand la fédération met en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour faire entendre cette voix des offices auprès du législateur. Alors, vous m'avez lancé la perche sur plus particulièrement deux lois. Alors, je prendrai d'abord ma simple expérience en ma qualité de sénateur, puisque j'ai été rapporteur de la loi Macron au Sénat. Et par exemple, donc, le législateur a reconnu la possibilité pour un directeur général d'office de pouvoir rompre d'un commun accord son contrat de travail avec le président de l'office via une convention de rupture. Et donc, c'était directement porté dans la loi Macron. Ça, pour vous, c'est un point très important que vous souhaitiez depuis déjà pas mal de temps. C'était un point qui était important, qui était monté de la part des offices, et qui était... Ça faisait partie des demandes qui étaient remontées de la base. Grâce à ce travail, en lien permanent avec le législateur, on a pu donc introduire cet article dans le cadre de la loi Macron. Maintenant, les conditions d'application ont été fixées par un décret qui est sorti au mois d'avril. Après, là aussi, encore une concertation, toujours, bien sûr, avec Bercy. Vous parliez également de la loi NOTRe. La loi NOTRe, tout à fait. Alors, il y a dans l'Assemblée, et derrière moi, des personnes qui seraient plus à même d'en parler sur l'exemple que je vais donner, mais c'est important aussi de le citer, c'est la loi NOTRe qui a posé le principe du changement de rattachement des 43 offices publics de l'habitat communaux dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. Loi NOTRe, on le rappelle, bien sûr portée par la ministre de la décentralisation. Une nouvelle organisation territoriale de la République. Et donc, à partir au plus tard le 1er janvier 2018, ces 43 offices publics de l'habitat communaux devront donc être rattachés à des établissements publics territoriaux qui sont au nombre de 12 et qui vont constituer l'échelon intercommunal de proximité. Et là aussi, grâce donc à ce travail que mène la fédération, bien sûr, avec le législateur et sur proposition de la Fédération des offices publics de l'habitat, le législateur a pu bien préciser les modalités spécifiques de constitution des conseils d'administration qui forcément donc vont voir une évolution en préservant ce qu'on peut appeler les droits historiques de la commune de rattachement initial. Alors ce travail mené par la fédération avec le législateur, ou en tout cas avec les parlementaires, mais d'une façon plus générale avec les élus, est extrêmement important. Il n'est peut-être pas nécessairement apparent, mais il est important, il est primordial, parce que ça permet de mobiliser les élus, bien évidemment de les sensibiliser, de pouvoir leur faire passer un certain nombre d'informations sur des matières qui, même si bien évidemment ils y sont habitués, qui restent quand même très techniques, et de pouvoir les adapter, bien sûr dans le cadre par exemple d'un débat parlementaire, si les amendements ou les avancées sont portés directement par des parlementaires, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et je sais que ça tient à cœur principalement, bien sûr, le président Alain Cacheux, son directeur général et son directeur général adjoint. Oui, là encore, je sais que ça a été des débats assez serrés, mais pas seulement de la part des offices, mais pour cette loi NOTRe dans tous les domaines. Et c'est très important parce que vous avez dit le nombre d'administrateurs, plus de 6 000, je crois, c'est bien cela, le nombre, ce qui est considérable. Et puis, des administrateurs qui sont renouvelés aussi, puisque de fait même du mode de gouvernance des offices publics de l'habitat, et à la suite des dernières élections, qu'elles soient municipales ou départementales, il y a eu de nouveaux administrateurs qui ont fait leur entrée dans les conseils d'administration des offices. Et c'est le travail de formation que fait la fédération. C'est ce que j'allais dire, il va peut-être alors former, enfin je veux dire, là on passe vraiment à la gestion c'est une action interne qui est menée déjà depuis quelques années, puisque vous avez cité le nombre, 6 000, il y a eu ces renouvellements qui sont significatifs et qui nécessitent régulièrement
de mener ce travail de formation. Alors là, j'ai quelques chiffres à l'appui quand même de ce qui reste un rapport d'activité, y compris sous cette forme. C'est que bien évidemment, il y a donc à former ces administrateurs. Et en 2015, 227 administrateurs appartenant à 118 offices publics de l'habitat ont ainsi été formés au cours de 7 séances qui ont été organisées. Donc c'est un vivier de compétences et un vivier de profils qui sont extrêmement diversifiés, mais qui permettent ainsi d'avoir l'assimilation de pratiques de bonne gouvernance et de gestion financière. Et c'est extrêmement important. Et pour aller plus loin, la Fédération s'appuie aussi sur le livret de l'administrateur, qui donc a été un petit peu refondu, qui a été modernisé dans sa 2e édition, et qui est un outil indispensable, bien sûr, pour tous les offices publics de l'habitat, ce livret de l'administrateur, parce qu'il donne des règles de bonne gouvernance. Il permet aussi, bien évidemment, d'avoir un niveau d'exigence technique. Et j'attirerai l'attention de l'Assemblée sur, par exemple, dans le livret de l'administrateur, page 85, il y a une nouvelle donne, mais qui est donc issue aussi des travaux, bien sûr, législatifs, et qui institue la parité dans les conseils d'administration, et qui amènera, bien sûr, à chaque renouvellement de conseil d'administration, à ce que cette parité soit intégrée pleine et entière. Un point très important sur lequel on va revenir d'ailleurs, parce que nous avons un chapitre ressources humaines, et on reviendra sur cette égalité professionnelle dans un autre registre. Encore une question justement, Dominique Estrosi, comment est-ce que la Fédération fait remonter toutes ces attentes, toutes ces demandes, parce que les offices, bien sûr, sont tous très actifs dans ce que vous venez de dire là, ils ont joué leur part, hein, c'est eux qui ont fait valoir leurs attentes et leurs désirs. Donc comment êtes-vous organisé à ce sujet? Encore une fois, plusieurs axes. D'abord, grâce à son dispositif d'expertise fédérale, la Fédération donc s'appuie via le dossier individuel de situation pour se livrer à une analyse financière de la santé et de la gestion financière des offices publics de l'habitat. Et cet exercice est renouvelé tous les ans. Donc c'est important parce que ça permet là encore, par agrégation des données, à la Fédération de disposer bien évidemment d'éléments d'ensemble et qui lui donnent une vue d'ensemble sur la santé financière de l'ensemble des offices, de la sphère des offices, et par donc agrégation de ces données, eh bien ça permet à la Fédération de faire des projections et de pouvoir établir un positionnement stratégique. Et je crois que dans quelques instants, Jacques Augelot en fera donc état, et ça permet bien sûr de nourrir nos réflexions. Et ce dossier individuel de situation, il a été doublé d'un dossier individuel de situation RH. Donc là aussi, c'est important parce que par agrégation là aussi de données, ça permet à la Fédération de pouvoir élaborer un rapport annuel de branche. Et ce rapport annuel de branche, il est communiqué aux offices chaque année au mois de juin. Donc là, c'est déjà, bien sûr, disposé de données. Alors, c'est peut-être pas suffisant pour être en capacité de répondre aux attentes. Voilà, de les connaître très précisément. Aux attentes et aux besoins des offices. Alors, qu'est-ce qu'a fait la Fédération des offices sous l'impulsion d'Alain Cacheux? Ont été mises en place des conférences territoriales. Ça, c'est important parce que c'est aller dans les territoires, c'est prendre en compte justement ce dont je parlais au début de mon propos, la diversité de ces territoires, qui est une richesse et qui est un atout. Et ces conférences régionales, en 2015, il y en aura eu en Champagne-Ardenne, en Franche-Comté, en Bourgogne, en Basse et Haute-Normandie et en Bretagne. Alors, ces réunions, elles ont concerné une quarantaine d'offices publics de l'habitat, qui sont généralement représentés à la fois par leur directeur et par leur président. Et dans ce cadre, s'instaure un véritable dialogue territorial. Alors bien sûr sur les enjeux de la politique de l'habitat, en matière de construction nouvelle, en matière de réhabilitation, en matière de démolition, ce qui fait les missions, les cœurs de mission des offices publics de l'habitat. Et c'est un format qui est intéressant et qui, je pense, répond véritablement à l'attente des membres que sont les offices publics de l'habitat
au sein de la fédération. Et puis on peut encore ajouter, vous alliez le faire je pense, encore ajouter à tout ce dispositif des journées professionnelles, voilà, là aussi c'est des journées professionnelles sur des thématiques bien précises. Donc il y en aura eu 3 en 2015, 3 journées professionnelles qui ont été dédiées aux responsables financiers des offices publics de l'habitat. Et donc, on y a traité de sujets aussi variés et donc que la dématérialisation des pièces comptables à la suite des nouvelles obligations, là aussi imposées par la loi NOTRe, mais également de la refonte des instructions comptables, des nouvelles modalités de dépréciation des créances locataires ou encore des modalités d'un traitement comptable séparé des activités qui relèvent du SIG et de celles qui n'en relèvent pas. Donc, c'est des sujets, des thématiques qui sont nécessairement très techniques, mais qui, là, sont aussi indispensables, ne serait-ce que pour suivre aussi l'évolution législative et l'évolution aussi dans le domaine réglementaire qui est particulièrement dense et riche et qui fluctue énormément d'une année sur l'autre. Et vous nous l'avez dit, qui exige des compétences de plus en plus pointues. Hein. C'est pour ça que la question de la formation et dernier point que je voudrais souligner sur comment être le plus à même de répondre aux attentes et aux besoins. Eh bien, par exemple, dans le cadre du congrès annuel de l'USH, cette année, enfin donc en 2015, la Fédération des offices publics de l'habitat a organisé un débat qui était spécifique pour les offices publics de l'habitat sur Action Logement. On sait qu'elle s'est lancée dans une grande réforme. Nous avons eu la semaine dernière au Sénat à débattre du projet d'habilitation d'ordonnance sur la réforme d'Action Logement. Voilà, c'est encore une illustration de cette volonté d'être au plus près et de pouvoir là aussi apporter directement aux offices des informations sur ces évolutions, sur ces réformes, de façon à ce que les offices puissent mieux intégrer les conséquences que ça peut avoir sur leurs activités, sur leurs missions, leur positionnement, et encore une fois de pouvoir établir un positionnement qui soit un positionnement commun, parce que de cette position commune, les offices n'en seront que plus forts à travers la Fédération des offices. Et j'insiste véritablement sur l'importance de cette position commune et qui est directement relayée par la Fédération des offices publics de l'habitat. Mieux connaître aussi ce que font les uns et les autres, c'est très important. Hein, c'est des journées comme celle-ci, évidemment. Ils participent. Vous aviez un dernier exemple, je crois, qui est très important sur la métropole du Grand Paris. On peut en dire un mot, puisque c'est évidemment une très forte actualité, puis que ça concerne pas mal d'offices. Bien sûr. Alors là, c'est un sujet que je maîtrise un peu moins, donc je vais essayer d'être assez précise. La métropole du Grand Paris, donc je vous l'ai dit au début de mon propos, est en train de se mettre en place. Donc il y a eu la constitution de 12 établissements publics territoriaux qui sont constitutifs de la métropole du Grand Paris. Donc cette nouvelle architecture va forcément, et je l'ai dit ne serait-ce que par rapport aux offices publics communaux, impacter directement les 43 offices publics de l'habitat qui sont communaux, de par bien sûr leur rattachement, mais pas que. Et puis donc il va falloir décrypter les conséquences de cette nouvelle architecture en termes de compétences, en termes de financement, pour savoir comment il convient de se positionner. Et là aussi, la Fédération des offices a organisé tout d'abord une réunion dédiée aux offices publics de l'habitat concernés pour décrypter toutes ces dispositions législatives nouvelles qui les concernent directement. Puis la Fédération a organisé également sur une demi-journée des débats réunissant plus largement les acteurs concernés par la métropole du Grand Paris, donc leurs compétences propres, mais également partagées, afin toujours mieux d'éclairer les offices publics de l'habitat sur ce qui va être leur nouvel environnement, mais également de sensibiliser les acteurs de ce nouvel ensemble et toutes les problématiques ou les spécificités qui seront donc qui découleront de cette grande réforme donc à travers la loi NOTRe et la mise en place de la métropole du Grand Paris. Voilà, répondre le mieux possible à toutes les questions très nombreuses qui vont se poser, à toutes les évolutions aussi auxquelles il faut s'attendre. On va passer à un autre chapitre. Dominique Estrosi, à présent, va parler de ressources humaines. On l'a abordé déjà 2 ou 3 fois. Et je vous propose de regarder tous ensemble un film qui va présenter 4 aspects très importants de ce chapitre des ressources humaines. On va parler d'emploi d'avenir, d'égalité hommes-femmes, mais cette fois aussi du côté du personnel, de service civique, et cela vous le connaissez bien, on va le voir, et de handicap. 4
chapitre donc important de la politique des ressources humaines, et vous nous direz après un petit peu plus ce que la Fédération propose là, dans ce domaine encore, aux offices. On regarde ce film tous ensemble.